Bonjour à toutes et à tous, je suis bien content de vous retrouver aujourd'hui parce qu'il fait très beau chez moi. Mais à l'accoutumée, je vais d'abord commencer par saluer mon amie Cécile. Comment ça va ? Eh ben ça va super, t'as vu, je n'ai toujours pas changé de phrase, je dis toujours la même chose au début des podcasts. C'est vrai. Mais c'est ça vrai. va Du super. coup, est-ce que c'est toujours le même temps aussi ? Est-ce que c'est toujours la même météo ? Ouais, oui, l'Allemagne quoi. Ouais, Toujours c'est ça, c'est entre quatre saisons quoi. Ouais, non, mais Donc, je comprends. Non, moi ici, sur ce coup-ci, je suis à Montpellier. Donc là, autant te dire que ça change un peu. D'habitude, je fais d'autres villes. Là, je suis à Montpellier. Il fait très beau. Et aujourd'hui, on reçoit quelqu'un qui n'est pas très très loin de chez moi, à vol d'oiseau, même sans oiseau. C'est Romain. Salut Romain. Salut, bonjour à tous les deux. Merci de venir sur ce podcast. Donc du coup, on va parler un petit peu de ton parcours et des sujets. Mais d'abord, est-ce que tu peux nous dire aussi quel temps il fait ? Tu nous appelles d'où ? Je vous appelle de la région toulousaine, un peu du sud de Toulouse, parce que je suis en télétravail aujourd'hui. Et puis, il fait pas trop moche, ça va, même si on voit que l'automne est déjà bien arrivé par chez nous, et les feuilles tombent, c'est pas... Et il pleut beaucoup. Bon. Et oui, c'est ça. C'est qu'il faut qu'on le dise aussi aux gens qui habitent pas dans le sud de la France, c'est que vous pensez que le sud de la France, Toulouse, Montpellier, Marseille, tout ça c'est pareil. Non. Toulouse, c'est le sud, mais c'est un peu particulier au niveau du climat. Donc, n'en déplaise aux Toulousains, je vous adore. Attention, moi j'ai vécu 2 ans à Toulouse, j'adore la ville. Mais effectivement, la météo, c'est pas le même délire que la Méditerranée. Bon, bref, donc passons avec Romain directement. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu ce que tu fais en ce moment et après, on va commencer avec Cécile à parler de ton parcours. Ouais. Du coup, je suis titulaire d'une CPJ, c'est-à-dire d'une chaire de professeur junior. Donc CNRS, je tiens à préciser, parce que du coup, il y a les deux. Enfin, il y a des chaires de professeurs juniors pour toutes les institutions. Et il y a quand même une petite différence. Et du coup, celle-ci, elle s'effectue au CNRS, et notamment à Toulouse, donc au CRBE, qui est donc issu, c'est le centre de recherche CRBE. Aïe, les abréviations. Alors là, d'habitude, c'est ma spécialité. Pour aller chercher, d'habitude, c'est ma spécialité. Attendez. Vous voyez, je vais faire l'impasse parce que je vais pas la retrouver celle-là. Et du coup, c'est la fusion de deux anciens labos, enfin de 2 labos là. C'est tout récent. EDB, donc évolution diversité biologique, et Ecolab ou LEF, voilà, qui était plus écologie fonctionnelle. Je me permets, centre de recherche sur la biodiversité et l'environnement. Voilà, mais c'est parce que c'est récent et que... CRBE. On va pas dire il ne connaît pas l'intitulé de son laboratoire. De son propre laboratoire. Je pense que c'est juste le labo est très récent, et du coup, oui, effectivement. Donc tu viens d'intégrer le CRBE avec une CPJ CNRS dont on va parler un petit peu plus tard. Mais avant de parler de ça, est-ce que tu peux nous dire un peu le parcours ? C'est-à-dire, quand est-ce que tu as fait ta thèse, sur quel type de sujet, et qu'est-ce que tu as fait entre ta thèse et justement cette CPJ dont on parlera un peu plus en détail après ? Ouais, donc ma thèse, je l'ai faite au LERFOB. Donc c'est un laboratoire en écologie forestière, écologie et ressources forestières, forêt-bois, on va dire, à Nancy. Et donc c'est une UMR AgroParisTech et INRAE. Et du coup, j'ai étudié l'impact du dérèglement climatique sur la végétation forestière et principalement les communautés végétales de sous-bois. Et ça, donc j'ai fini ça en 2012. Et depuis, donc j'ai enchaîné différents postdocs, plusieurs à Moulis, principalement théorie. Donc j'ai changé un peu de domaine parce que j'étais quelque chose qui était assez appliqué, même si je faisais quand même pas mal de modélisation. Et du coup, je suis allé dans un labo un peu plus théorique, ce qui m'a amené à changer un peu la vision de l'écologie. Et j'en ai fait quelques-uns. Après, je me suis monté des projets et qui ont été financés, et je me suis financé des postdocs dessus. Et pour finir, la dernière année avant ma CPJ, donc j'étais à terre. Voilà. Donc le même poste que Ben, ouais. Exactement, à l'université de Toulouse et à l'ancien labo, anciennement EDB, qui est maintenant CRBE. Voilà. ATER, attaché temporaire de l'enseignement de la recherche. Je précise pour les gens, c'est maître de conférence, mais en CDD, en gros. C'est ça. Je me demandais déjà, donc tu as atterri au LERFOB, donc c'est comme tu disais, c'est beaucoup des études sur le bois, sur les dynamiques de végétation, etc. Tu as fait ton parcours aussi à Nancy, ou tu viens d'un autre parcours ? Qu'est-ce qui t'a amené en fait à t'intéresser aussi à la forêt ? Alors, si on voit un peu plus largement, j'ai toujours été attiré par toutes les sciences écologiques, et notamment par la forêt. Et du coup, j'ai fait un lycée agricole. Et après mon lycée agricole, j'ai fait un DUT en agronomie génie biologique.
Et ensuite, je suis rentré en licence à l'université de Lyon 1, où là, j'ai découvert un peu tout ce qui était modélo et l'écologie un peu plus au sens large, et ça m'a pas mal plu. Et du coup, j'ai continué M1, M2. Et une fois le M2, je savais pas trop quoi faire, j'avais pas forcément d'option pour faire une thèse, et du coup, je suis allé à l'ENGREF, donc c'est plus maintenant ce nom-là, hein, c'est AgroParisTech. Et l'ENGREF, c'est l'école nationale du génie rural des eaux et forêts. Et c'est là où on forme en fait les ingénieurs forestiers et aussi les greffes, donc c'est ceux qui sont un peu au-dessus. Et du coup, moi, j'ai fait un master spécialisé, je savais même pas que ça existait, tu vois. Master spécialisé. Et donc, c'est un bac plus 6 après le master 2. Et là, j'ai découvert ce qu'ils faisaient au LERFOB. Et pareil, j'ai monté en collaboration avec mon directeur de thèse mon projet de thèse qu'on a soumis à l'ADEME et ça a été financé. Parce que tu as fait une thèse, mais en fait, comme tu avais ton master spécialisé, tu aurais très bien pu faire ingénieur. Ouais, alors c'est une petite subtilité. On est avec. C'est une formation en fait qui est ouverte à la fois au public et aussi aux ingénieurs forestiers, enfin les greffes, on va dire. Donc des ingénieurs forestiers qui sont amenés à diriger en fait, enfin de faire de la direction dans des agences de l'ONF ou des choses comme ça. Et c'est une formation qui est ouverte au public, donc ceux qui viennent du master et les greffes. Du coup, je n'ai pas de diplôme d'ingénieur forestier avec cette formation-là en fait à la fin. Ok. Mais je dis ça, je me rappelle, j'avais regardé quand j'étais en master, parce que j'ai fait mes études aussi à Nancy, j'avais regardé les masters spécialisés, puis finalement j'avais trouvé un doctorat, mais ils faisaient des trucs sympas aussi. Non, c'était chouette, hein, c'était une belle année, et puis là j'ai vraiment pu approfondir les connaissances en écologie forestière, qui est quand même un petit monde à part. Et puis on voit pas que l'écologie forestière, on voit aussi tout l'aspect administratif, les lois et toutes ces choses-là. Et c'était pas mal parce que du coup c'était un master spécialisé, l'intitulé c'était forêt, nature, société. Et du coup on balayait assez large. Et il y avait beaucoup de projets de mise en situation. Donc c'était plutôt cool. Ça donnait envie de continuer en tout cas dans la forêt. Ouais, petite question parenthèse que je me suis toujours posée, d'avoir une formation un peu interdisciplinaire comme ça, où tu intègres justement les lois, les différents organismes publics, privés qui travaillent. Est-ce que ça t'a aidé dans ton doctorat et après? Parce que finalement, t'as pas eu que des enseignements théoriques, t'as eu aussi beaucoup de pratiques. Ouais, bah carrément en fait ça m'a beaucoup aidé parce que du coup je sais comment ça fonctionne, je sais quels sont les partenaires en fait gestionnaires de la forêt, donc à la fois privés et publics. Du coup ça me permet aussi, ça m'ouvre des portes en fait pour aller voir ces gens-là et pour essayer d'appliquer ma recherche avec eux. Donc c'était très bien et puis aussi pour trouver des partenaires maintenant. Puisque voilà, je suis dans la CPJ, ça m'aide pas mal parce que du coup, je sais comment ça fonctionne, et je sais à quel endroit frapper pour essayer d'avoir des collaborations un peu plus appliquées. Ça, c'est intéressant. Alors, je voudrais justement, avant d'arriver sur le point clé, je voudrais juste revenir sur un élément que tu as dit tout à l'heure, c'est que au niveau des expériences que tu as eues entre la thèse et maintenant, tu parlais d'avoir monté tes propres projets que tu as toi-même financé du coup pour tes post-docs. C'est pas un truc, mine de rien, qui arrive tous les jours. Déjà, c'est en général quand on fait des post-docs, les premiers, c'est pas nous qui les montons en général. On va souvent répondre à des gens qui ont des finances déjà en place. Et après, effectivement, alors il y en a beaucoup qui connaissent les voies, ce que j'appelle les voies royales. Ça veut pas forcément dire qu'elles sont mieux que les autres, c'est juste celles qu'on entend tout le temps, les Marie Curie, les trucs comme ça. Mais là, tu parles de quel type de projet finalement, quel type de projet t'as pu t'auto-financer, si je puis dire, t'auto-financer, que t'as écrit toi-même pour te les auto-financer? Alors au début, j'ai commencé par des petits projets qui m'ont juste permis en fait d'agrémenter un petit peu mon postdoc en faisant du terrain ou des choses comme ça, ou en prenant un stagiaire. Donc ça, c'est des petits trucs plus régionaux avec la fédération de recherche qui était en Haute-Garonne, enfin on va dire la région toulousaine. Donc ça, c'était des petits financements. Puis après, j'ai voulu monter des choses un peu plus gros. Et donc là, bon, j'étais pas le seul impliqué. On était d'autres chercheurs. Moi, j'étais responsable d'un gros axe modélisation. Et c'est dans le cadre d'un projet Interreg POCTEFA. Donc en fait, c'est un financement européen qui est assez gigantesque. Donc c'était de l'ordre de... si on prend la partie financée, c'est 800 000, mais il faut... c'est x2 si on compte l'autofinancement, en fait. Donc c'est-à-dire tout le salaire chercheur, enfin tout ça, toutes les personnes qui ont travaillé. Et du coup, un gros projet sur l'impact du changement climatique sur des espèces qu'on dit indicatrices de ce réchauffement, enfin devraient être impactées en priorité, principalement des ectothermes.
Et du coup, on a fait ça à l'échelle vraiment des Pyrénées, avec des partenaires en Espagne, en Andorre et en France. Donc c'était un gros truc. Et on a été financé et c'était cool. Donc c'était parti pour 4 ans d'aventure. Et une fois que ça s'est fini, ça nous a donné des idées. Alors je m'éloignais un petit peu de la forêt, hein, tu vois, c'était un peu... maintenant c'était les ectothermes, tout ça. Le mieux était toujours plus ou moins forestier, mais il y avait quand même un lien avec la forêt, notamment pour tous les aspects microclimat. Mais après, du coup, on a voulu essayer de continuer un petit peu une partie de ce projet en bossant sur une espèce qui était vraiment cible, le calotriton des Pyrénées, donc qui est une espèce amphibien endémique des Pyrénées qui vit que là. Et on a monté une ANR en fait là-dessus, qui s'appelait Isola Pop, qui est finie depuis, et du coup ça nous a permis d'avoir un bon financement, financer thèse et aussi postdoc. Et ça, donc je l'ai monté aussi pas forcément seul, puisqu'il y avait d'autres personnes, mais j'ai extrêmement contribué, et pareil, j'étais responsable de l'axe modélisation là-dedans. Alors c'est toujours pareil, c'est toujours un peu frustrant, parce qu'en fait, tu montes des projets, mais en fait, ton nom n'apparaît pas, parce que tu es CDD et que tu ne peux pas prétendre à ce type de financement. Donc en fait, tu montes, il y a quelqu'un quand même qui va te rendre un service qui est quand même assez considérable, c'est qu'il va accepter en fait de mettre son nom à ta place, il sera inclus dans le projet, il donnera des idées et tout ça, mais il sait pertinemment en fait que c'est pas forcément lui qui a vraiment inspiré le projet. Donc c'est des situations qui peuvent être un peu compliquées à gérer, notamment pour tout ce qui est concours. Voilà. Oui, je suis complètement d'accord. Et je pense que Ben l'est aussi. Et on en a parlé les mois derniers de ça, Ouais. même entre nous. Ouais, c'est pas évident à gérer. Moi, j'ai eu des grosses mésaventures sur les concours, où je l'avais mis ouvertement, que j'avais monté ce projet, que j'étais responsable d'axe, et on m'a traité de menteur. Ah ouais. En France, ils le savent normalement que justement, En fait, comme on c'est peut ça. pas les porter. Moi, on m'a toujours dit que ça fonctionnait comme ça, qu'on écrivait des projets, que c'était pas nous les porteurs. Mais je sais pas pourquoi d'ailleurs on n'a pas le droit d'être porteur. Hein. Ouais. À une époque, il y a eu quand même une subtilité, ça je me souviens, parce que pendant 2 années, enfin je sais plus si c'était 1 année ou 2 années, mais ils ont tout de suite changé après. Hein. Donc ça n'a pas duré longtemps. En fait, en tant que CDD, tu pouvais écrire une ANR, une jeune chercheur. Tu pouvais. Mais depuis là, même dernièrement, on peut regarder, c'est plus possible quoi. C'est Non. réservé aux permanents. Donc ça complique un peu la tâche, ouais. En fait, ce qui est bizarre, je trouve, c'est qu'on nous demande de montrer qu'on peut aller chercher des financements, qu'on peut être porteur de projets, qu'on peut superviser des étudiants. Mais en France, on n'a pas le droit de déposer de projets, on n'a pas le droit de superviser des étudiants en doctorat. Donc en fait, on nous demande des choses qui, normalement, devraient être impossibles. Et on est quand même bon pour trouver des subterfuges pour pouvoir le faire quand même. Ouais. Après, je crois que c'est un peu français aussi, parce que tu vois, pour avoir droit à ton HDR, donc qui est quand même une subtilité française, même s'il y a quelques équivalents dans certains pays, et ben en fait, il faut que tu aies déjà encadré des thèses. Oui, c'est Chose ça. qui normalement n'est pas forcément possible. Enfin, C'est vrai, ça j'y avais jamais pensé. Mais Ouais. oui. C'est vrai. Donc HDR, Ah oui. habilité à diriger les recherches, pour ceux qui nous Merci. écoutent, c'est une espèce de c'est un niveau, un diplôme supplémentaire. Je sais pas si c'est illustré par un diplôme au sens strict du terme, mais bon, c'est une qualification, on va dire, à la limite, comme ça, moi je suis sûr de moi. C'est une qualification que les chercheurs et chercheuses permanents peuvent passer au bout de quelques temps. Alors ça peut aller très vite, ça dépend la carrière qu'on a, pour pouvoir diriger les doctorats. Mais effectivement, c'est vrai, pour pouvoir être directeur de doctorat, mais c'est vrai que du coup, on demande d'avoir déjà co-dirigé en soi. Ce qui est un peu le serpent qui se mord la queue, ouais, tout à fait. mais ouais. Mais c'est vrai que tu as raison, c'est sûrement très francophone. Je veux dire, voilà, Cécile a un parfait exemple en Allemagne. Pareil pour la Suède. Moi, tu vois, je co-encadre une thèse en Hongrie et je suis co-encadrant, quoi. Il n'y a pas de... Voilà, il y a pas, je suis pas le principal, d'accord, mais voilà. Ouais. Après, je sais que, enfin, parce que je m'y intéresse là, du coup, je vais bientôt passer mon HDR, et du coup, tu as quand même des dérogations. Enfin, en tout cas, à l'école doctorale de Toulouse, tu peux demander des dérogations. Alors, c'est pas illimité, hein, tu as le droit à 2 thèses comme ça. Enfin, en tout cas, à l'école CEVAB, dont je dépends à Toulouse. Du coup, où tu peux demander une dérogation pour être encadrant principal de la thèse. Voilà, tu as le droit à 2. Ah, c'est déjà mieux que rien. Ok. C'est déjà Il faut mieux que que tu rien. justifies d'une expérience ou... Ah oui, j'ai dû justifier quand même d'encadrement de thèse déjà avant ça. Et Bon, voilà. ça va, j'en avais. Et aussi d'encadrement de master et tout ça. Voilà. Du coup, alors, comme tu t'enchaînes un petit peu sur l'HDR qui
qui est un peu inclus dans la CPJ. On arrive donc sur ce sujet de la CPJ. Juste avant d'enchaîner, parce qu'il y aura potentiellement beaucoup de choses à dire, est-ce que tu peux, si c'est OK, nous donner le nombre de fois où tu as candidaté avant d'obtenir la CPJ? Pas pour la CPJ en elle-même, mais juste le nombre de concours, parce qu'on en parlait un petit peu avant. Vous savez qu'on a toujours des petits briefings avant le podcast. Et je pense que Romain peut rassurer les plus adultes d'entre nous, évidemment, si vous n'avez pas encore commencé le doctorat ou que vous ne savez pas encore si vous y allez. Bon, c'est des sujets qui, vous les verrez plus tard. Vous réécouterez le podcast dans 2-3 ans. Mais donc vas-y Romain, je te laisse répondre à cette question. Ah, je vois qu'on rentre dans le vif du sujet, donc C'est on y bon, va. oui. Je vais détendre tout le monde. J'ai passé 14 concours. C'est énorme. Et toujours. Et sur les 14, je suis allé rarement à l'oral. Voilà. Ok. Ça, j'étais même pas au courant, ça me rassure moi là, sur le coup. Ouais, Mais, alors ok. j'ai tout fait. Hein. J'ai une expérience, je peux driver beaucoup de monde, hein, si vous voulez. Je peux faire du coaching. J'ai fait l'IRSTEA. Ok. Donc, c'était même pas l'INRAE, c'était l'IRSTEA encore. Tu vois. Donc, ouais, je te laisse voir l'acronyme. Hein. Disons que j'allais dire maintenant ça s'appelle l'INRAE. Donc en gros, retenez Voilà. que Oui. c'est l'ancien INRAE qui est l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture. Voilà, j'ai candidaté à l'IRSTEA, j'ai fait 2 concours, j'ai fait l'INRAE, un concours, j'ai fait maître de conf aussi, j'en ai fait 2, j'ai fait l'AgroParisTech aussi, qui était une épreuve très traumatisante, ça c'est un concours bien particulier. Et du coup, le CNRS et aussi l'IRD une fois. Et le CNRS, je l'ai passé 6 fois, dans différentes sections. Et je suis Énorme. allé une fois à l'oral, au CNRS, en section Ok. 30. Ok. Mais c'est. Non, parce que alors. On est attends, bouche bée. attends, je vais Peut-être que expliquer Cécile juste un aura truc. coupé au niveau du montage, mais sachez que là, en vrai, on était bouche bée pendant 4 secondes. Non, je vais laisser ce blanc, mais parce Ok, que. laisse ce blanc. Je vais expliquer juste une situation, c'est que j'ai connu Romain parce que je préparais une CPJ et il m'a gentiment envoyé ses documents et donc j'ai vu son CV. Et quand il m'a dit j'ai passé 14 concours, j'ai pas compris par rapport à son CV. Donc c'est pour ça que je reste aussi un peu bouche bée à chaque fois parce que je me dis mais c'est pas comme si t'avais rien prouvé quoi. Mais bon. Oh ouais, bah en fait, alors je vais rajouter une chose parce que c'est vrai que celle-là aussi, elle a eu du mal à passer. C'était par exemple, je suis sorti de la thèse, j'ai passé ma qualif, j'ai donné 90 heures d'enseignement dans ma thèse hein, et je l'ai pas eu. Mais Ah ça, ouais. Voilà. ça c'est Je l'ai très pas eu. bizarre aussi. Et là, c'était chaud parce que tout le monde me disait ouais, mais en fait, c'est juste, enfin, c'est comme ça quoi. Oui. Et moi, j'avais passé du temps à la faire. Ça avait été relu par, j'étais à Moulis, enfin voilà, ça avait été relu par des personnes quand même qui sont plutôt des têtes. Et voilà, elle m'a dit non, c'est top, c'est génial. Enfin voilà, prends pas trop la tête non plus, hein, parce que c'est easy. Et puis finalement, je l'ai pas eu. Voilà. Donc du coup, j'avais en tête de candidater à des postes de maître de conf, des personnes en fait à des universités qui étaient venues me voir pour dire voilà, on va ouvrir ça, on aimerait bien que tu postules parce que tu as toutes tes chances et que tu nous intéresses. Et j'ai même pas pu le faire. Tu l'as repassé entre-temps? Ouais, j'ai repassé, ouais. L'année d'après, je l'ai eu. Et du coup, comme je traînais dans mon parcours, parce que donc tous ces concours, j'ai commencé en 2016 et aujourd'hui on est en 2024 et du coup les qualifs ça dure qu'un certain temps. Alors, je ne me souviens plus exactement. C'est Et 4 j'ai ans dû- normalement. Et j'ai dû repasser, voilà. Et là, je l'ai Ok. eu aussi. Hein. Non, je l'ai eu. Ah oui, donc il y a même un trébuchage, si je peux dire, sur Ouais. qui est peu compréhensible. Quand on a 90 heures d'enseignement en doctorat, je comprends pas comment c'est possible de Ouais, pas j'ai avoir pas les qualifs, mais J'ai pas compris. Mais bon. Mais en fait, c'était comme ça. c'est ce truc aussi dont on parle des fois avec Ben quand on prépare les concours, etc. En fait, c'est que suivant les concours qu'on passe, suivant ce qu'on passe, des fois ça marche pas, on ne saura jamais pourquoi, et ça n'a rien à voir avec nous. Et des fois, ça a juste à voir avec c'est des trucs un peu internes, des choses qu'on ne peut pas en fait modifier nous-mêmes, quoi. ça. Ou des thématiques de recherche de façon générale aussi. Ça peut. En il fait, peut y c'est avoir ça. aussi. Tout à fait. Hein. Enfin, c'est pas incorrect de dire. Des fois, il y a des thématiques par exemple, pour un concours CNRS pendant 4-5 ans sur la section, elles sont plus privilégiées que d'autres parce que, ben voilà, c'est comme ça. C'est la direction de recherche, elle est comme ça pendant 5 ans. Bon, et c'est. Ouais, voilà. mais ce que je veux dire par là aussi, c'est... Moi, j'en suis à 8 concours ratés, là. Peut-être que je vais te rattraper, attention. Hein. Et en fait, au début, j'essayais de comprendre pourquoi, en fait. Et je m'acharnais à essayer de comprendre. J'allais demander, mais pourquoi? Et puis un tel, et nanani, et nanana. Et cette année, j'ai arrêté de chercher. Et ben, ça va beaucoup mieux. Hein. En fait, je pense qu'il faut pas essayer de comprendre. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec ça. Ouais.
Il faut Je pas. commence à faire ça aussi, là. Maintenant que tu me l'as dit en plein de fois, en conseil, j'essaye de faire ça maintenant. Parce que moi, je suis un peu plus jeune que vous. Alors, avec tout mon respect, attention. Je suis un tout petit peu plus jeune que vous, j'ai un peu moins de concours à mon actif et tout, etc. Mais j'y arrive. J'espère pas vous rattraper, et j'espère que Cécile te rattrapera pas. Je veux dire, c'est tout le mal qu'on se souhaite tous. Hein. Ouais, j'espère. Mais voilà. Alors, du coup, donc tu as eu cette CPJ CNRS. Alors, Ouais. sans rentrer dans les détails du fait qu'il y ait plusieurs types de CPJ en fonction de qui les donne, surtout qu'en plus elles ne sont pas tout à fait pareilles, est-ce que, avant de rentrer plus dans la tienne en particulier, est-ce que tu pourrais nous expliquer globalement ce que c'est qu'une chaire professeur junior? Qu'est-ce que c'est comme type de concours? Quels sont les engagements? Parce que c'est un peu particulier, c'est assez neuf. Voilà, pour ceux qui ne le savent pas et qui découvrent ce terme, c'est assez récent même pour nous, ce type de contrat, entre guillemets. Ouais. Et ben, je vous rassure, quand je suis rentré, j'étais la première vague, donc c'était nouveau pour tout le monde, pour l'administration, pour tout le monde. Donc ouais, c'était marrant. Donc en gros, c'est ce qu'on appelle en anglais une tenure track position. Donc en fait, on nous donne on est chercheur à l'essai, j'ai envie de dire. Voilà. On est chercheur à l'essai et on doit faire ses preuves pendant un certain nombre d'années. Moi, c'est 5 ans. Et après ça, on peut envisager une titularisation par un concours interne. En tout cas, ça sera le cas de la CPJ. On ne sait pas trop comment ça va marcher pour l'instant, mais ça va le faire comme ça. Et dans mon cas, donc en tout cas pour les CPJ, si on est au CNRS, c'est pour postuler DR, donc directeur de recherche. C'est pas chargé de recherche, c'est directement postuler directeur de recherche. Voilà. Et du coup, en gros, on a 40 heures d'enseignement. Je grossis un petit peu le truc, enfin pas grossi, mais c'est à peu près ça. C'est 40 heures d'enseignement et de la recherche avec un package, une enveloppe pour faire sa recherche. Voilà, qui correspond à une petite ANR, on va dire. Moi, dans mon cas, c'était donc moi c'est sur 5 ans. Je dois donner 40 heures de cours par an et j'ai 200 000 € pour faire mes recherches. Plus, moi j'avais la chance, j'étais la première vague, donc du coup j'avais une thèse financée en plus. Ce qui n'est plus maintenant, ils l'ont enlevé, ouais. Ils l'ont enlevé. Ah, il y avait ça avant? Ouais, il y avait ça. En complément de ce que tu dis, parce qu'il y a un truc qui m'interpelle, même si de mémoire j'avais déjà entendu ça, mais c'est marrant quand même d'avoir des heures d'enseignement pour une CPJ CNRS, parce que ça fait longtemps qu'on m'apprend que moi le CNRS c'est un poste de chercheur et pas d'enseignant-chercheur. Alors pourquoi y mêler des enseignements? Qu'est-ce que viennent faire les enseignements dans une chaire professeur junior? Alors certes il y a le mot professeur dedans, mais dans une chaire professeur junior qui est financée par un organisme qui recrute uniquement normalement des chercheurs stricto sensu. Alors, je sais pas forcément quelle est la raison, mais je m'étais aussi posé cette question, parce que ça paraît quand même très très surprenant. Et en fait, je crois que c'était le deal du financement, c'est que, ok, on peut faire des chaires de professeurs juniors dans des institutions comme l'IRD, je crois qu'il y en a aussi, je sais pas si on a l'INRAE, enfin, bon bref, IRD, CNRS, mais le deal, c'est qu'il faut qu'on enseigne un petit peu, faut qu'on donne du temps d'enseignement pour décharger un peu les facs. Voilà, c'était le deal. Parce que les facs, elles voulaient, elles pensaient que c'était, à mon avis, les chaires étaient que pour elles. Voilà. Mais ce n'est pas le cas en fait. Moi, mais il y en a pas beaucoup au CNRS. Quand moi j'ai candidaté, il y en avait 15 ouvertes. C'est ça à peu près par an, je pense. C'est à peu près ça. Et puis après, il y en a 15 encore, ça va, parce que le CNRS est plutôt bien loti. Je sais qu'il y en a énormément à l'université. Je pense que c'est proche de plusieurs 200 à peu près. Dans tous les domaines, je parle. Et puis après, il y en a un peu moins dans les autres instituts, IRD, notamment j'en ai vu passer à l'IRD aussi. Voilà. Voilà, c'est la petite subtilité. On doit faire un peu d'enseignement. Ouais. Je vais avoir 2 questions. À ton avis, alors ça se trouve, t'en sais rien, mais je suis curieuse, mais qu'est-ce qui a joué pour que t'aies le concours de la CPJ et pas les concours d'avant? Est-ce qu'il y a eu un déclic? Est-ce qu'il y a eu une situation particulière qui a fait que ça a marché là? Alors déjà, je me suis dit, de toute façon, du coup, c'était le 15e concours, je l'ai pas compté. Donc c'était le 15e concours qui a été réussi cette fois. Je le compte pas parce qu'en fait, on est toujours CDD, on n'est pas permanent pour l'instant. Mais c'est quand même un concours. Et alors déjà, je l'ai pris plus facilement, tu vois, je l'ai pris un peu plus à la cool, en me disant, de toute façon, c'est mon dernier. Voilà. Après, j'arrête. J'en ai ma claque, c'est bon, ça peut pas marcher tout le temps. Et ben moi, voilà, j'ai fait mon temps dans la recherche et j'arrêterai après ça si jamais je l'ai pas. Et finalement, j'ai monté mon projet aussi. Je trouvais que c'était beaucoup plus facile pour moi en fait de l'écrire ce projet
Je le mûrissais depuis un bon moment et j'avais l'impression que les planètes s'alignaient au moins dans ma tête. Et voilà. Et puis on a un format quand même qui est super réduit, hein. Le CNRS, enfin moi quand je le passais à l'époque, hein, donc je suis un peu ancien, c'était assez libre. Donc en fait tu pouvais faire 30 pages. Alors c'était très mal vu, enfin ça dépend. Mais du coup voilà, tu pouvais te lâcher complètement. Alors que là en fait c'est un format où tu dois faire une page, raconter ton historique, ton expérience à la fois de recherche et d'enseignement, puisque du coup l'enseignement compte. Tu dois faire 2 pages sur ton projet de recherche et 1 page en fait sur ton projet d'enseignement. Voilà, puis après des trucs un peu administratifs, un sorte de CV, tous les financements que tu as eus, et une liste de publications que tu aimerais défendre à l'oral si jamais tu en as l'occasion. Et du coup, voilà, ça s'est plutôt bien goupillé, je suis allé à l'oral, et alors l'oral c'était aussi une bonne dose de stress, parce que du coup ils se sont mélangés les pinceaux dans l'invitation, le CNRS, et du coup j'étais dans le train, et on m'a dit mais on vous attendait à 11h30, et mon train devait arriver à 13h30. Voilà. Donc en fait, ils L'angoisse. sont mélangés et du coup, et ils m'ont dit ouais, mais quand vous sortez du train, il faut absolument venir parce qu'en fait, il y a des membres du jury qui vont partir parce qu'ils ont un train eux, à prendre pour rentrer. Donc voilà, donc c'était vraiment la bonne dose de stress. J'arrive du coup au CNRS à Paris, à l'INE, et finalement ils m'ont tout de suite détendu. Et comment dire, de toute façon, j'étais tellement en speed que j'ai même pas eu le temps de stresser. Après, on a attaqué, tu vois, j'étais chaud patate là, j'avais couru. Et en plus, c'était une petite salle, enfin, c'était marrant, c'était une petite salle, mais vraiment une toute petite salle, hein. Bonjour à toutes et à tous, je suis bien content de vous retrouver aujourd'hui parce qu'il fait très beau chez moi. Mais à l'accoutumée, je vais d'abord commencer par saluer mon amie Cécile. Comment ça va? Eh ben ça va super, t'as vu, je n'ai toujours pas changé de phrase, je dis toujours la même chose au début des podcasts. C'est vrai. Mais c'est ça vrai. va Du super. coup, est-ce que c'est toujours le même temps aussi? Est-ce que c'est toujours la même météo? Ouais, oui, l'Allemagne quoi. Ouais, Toujours c'est ça, c'est entre 4 saisons quoi. Ouais, non, mais Donc c'est pas trop. je comprends. Non, moi ici, sur ce coup-ci, je suis à Montpellier. Donc là, autant te dire que ça change un peu. D'habitude, je fais d'autres villes. Là, je suis à Montpellier. Il fait très beau. Et aujourd'hui, on reçoit quelqu'un qui n'est pas très très loin de chez moi, à vol d'oiseau, même sans oiseau. C'est Romain. Salut Romain. Salut, bonjour à tous les deux. Merci de venir sur ce podcast. Donc du coup, on va parler un petit peu de ton parcours et des sujets. Mais d'abord, est-ce que tu peux nous dire aussi quel temps il fait? Tu nous appelles d'où? Eh ben, je vous appelle de la région toulousaine, un peu du sud de Toulouse, parce que je suis en télétravail aujourd'hui, et puis bah, il fait pas trop moche, ça va, même si Ouais. on voit que l'automne est déjà bien arrivé par chez nous, et les feuilles tombent, c'est pas... Ouais. Et il pleut beaucoup. Bon. Et oui, c'est ça. C'est qu'il faut qu'on le dise aussi aux gens qui habitent pas dans le sud de la France. C'est que vous pensez que le sud de la France, Toulouse, Montpellier, Marseille, tout ça c'est pareil. Non. Toulouse, c'est le sud, mais c'est un peu particulier au niveau du climat. Donc, n'en déplaise aux Toulousains, hein, je vous adore. Attention, hein, moi j'ai vécu 2 ans à Toulouse, j'adore la ville. Mais effectivement, la météo, c'est pas le même délire que la Méditerranée. Bon, bref, donc passons avec Romain directement. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu ce que tu fais en ce moment et après, on va commencer avec Cécile à parler de ton parcours. Ouais. Et ben, du coup, je suis titulaire d'une CPJ, c'est-à-dire d'une chaire de professeur junior. Donc CNRS, je tiens à préciser, parce que du coup, il y a les deux. Enfin, il y a des chaires de professeurs juniors pour toutes les institutions. Et il y a quand même une petite différence. Et du coup, celle-ci, elle s'effectue au CNRS, et notamment à Toulouse, donc au CRBE, qui est donc issu, c'est le centre de recherche CRBE. Aïe, les abréviations. Alors là, Ben D'habitude, c'est il ma est bon spécialité. pour aller chercher, ouais. D'habitude, c'est ma spécialité. Et bah, Attendez. vous voyez, je vais faire l'impasse parce que je vais pas la retrouver celle-là. Et du coup, ouais, c'est la fusion de deux anciens labos, enfin de 2 labos là. C'est tout récent. EDB, donc évolution diversité biologique, et Ecolab ou LEF, voilà, qui était plus écologie fonctionnelle. Je me permets, centre de recherche sur la biodiversité et l'environnement. Voilà, mais c'est parce que c'est récent et que... CRBE. On va pas dire il ne connaît pas l'intitulé de son laboratoire. De son propre Voilà. laboratoire. Non, je pense que c'est juste le labo est très récent, et du coup, oui, effectivement. Donc tu viens d'intégrer le CRBE avec une CPJ CNRS dont on va parler un petit peu plus tard. Mais avant de parler de ça, est-ce que tu peux nous dire un peu le parcours? C'est-à-dire, quand est-ce que tu as fait ta thèse, sur quel type de sujet, et qu'est-ce que tu as fait entre ta thèse et justement cette CPJ dont on parlera un peu plus en détail après? Ouais, donc ma thèse, je l'ai faite au LERFOB, donc c'est un laboratoire en écologie forestière, écologie et ressources forestières, forêt-bois, on va dire, à Nancy.
Et donc, c'est une UMR AgroParisTech et INRAE. Et du coup, j'ai étudié l'impact du dérèglement climatique sur la végétation forestière et principalement les communautés végétales de sous-bois. Et ça, donc, j'ai fini ça en 2012. Et depuis, donc, j'ai enchaîné différents postdocs, plusieurs à Moulis, principalement ouais, théorie. Donc, j'ai changé un peu de domaine parce que j'étais quelque chose qui était assez appliqué, même si je faisais quand même pas mal de modélisation. Et du coup, je suis allé dans un labo un peu plus théorique, ce qui m'a amené à changer un peu la vision de l'écologie. Et j'en ai fait quelques-uns. Après, je me suis monté des projets et qui ont été financés. Et je me suis financé des postdocs dessus. Et pour finir, la dernière année avant ma CPJ, donc j'étais à terre. Voilà. Donc À le même TER. poste que Ben, ouais. Exactement, à l'université de Toulouse et à l'ancien labo, anciennement EDB, qui est maintenant CRBE. Voilà. ATER, attaché temporaire de l'enseignement de la recherche. Je précise pour les gens, c'est maître de conférence, mais en CDD, en gros. C'est ça. Et, je me demandais déjà, donc tu as atterri au LERFOB, donc comme tu disais, c'est beaucoup des études sur le bois, sur les dynamiques de végétation, etc. Tu as fait ton parcours aussi à Nancy ou tu viens d'un autre parcours? Qu'est-ce qui t'a amené en fait à t'intéresser aussi à la forêt? Alors, si on voit un peu plus largement, j'ai toujours été attiré par toutes les sciences écologiques, et notamment par la forêt. Et du coup, j'ai fait un lycée agricole. Et après mon lycée agricole, j'ai fait un DUT en agronomie, génie biologique. Et ensuite, je suis rentré en licence à l'université Lyon 1, où là, j'ai découvert un peu tout ce qui était modélo et l'écologie un peu plus au sens large, et ça m'a pas mal plu. Et du coup, j'ai continué M1, M2. Et une fois le M2, je savais pas trop quoi faire, j'avais pas forcément d'option pour faire une thèse, et du coup je suis allé à l'ENGREF, donc c'est plus maintenant ce nom-là, hein, c'est AgroParisTech. Et l'ENGREF, c'est l'école nationale du génie rural des eaux et forêts. Et c'est là où on forme en fait les ingénieurs forestiers et aussi les greffes, donc c'est ceux qui sont un peu au-dessus. Et du coup, moi j'ai fait un master spécialisé, je savais même pas que ça existait, tu vois. Master spécialisé. Et donc c'est un bac plus 6 après le master 2. Et là j'ai découvert ce qu'ils faisaient au LERFOB. Et pareil, j'ai monté en collaboration avec mon directeur de thèse mon projet de thèse qu'on a soumis à l'ADEME et ça a été financé. Parce que tu as fait une thèse, mais en fait, comme tu avais ton master spécialisé, tu aurais très bien pu faire ingénieur. Ouais, alors c'est une petite subtilité. On est avec... c'est une formation en fait qui est ouverte à la fois au public et aussi aux ingénieurs forestiers, enfin les greffes on va dire. Donc des ingénieurs forestiers qui sont amenés à diriger en fait, enfin de faire de la direction dans des agences de l'ONF ou des choses comme ça. Et c'est une formation qui est ouverte au public, donc ceux qui viennent du master et les greffes. Du coup, je n'ai pas de diplôme d'ingénieur forestier avec cette formation-là en fait à la fin. Ok. Je dis ça, je me rappelle, j'avais regardé quand j'étais en master, parce que j'ai fait mes études aussi à Nancy, j'avais regardé les masters spécialisés, puis finalement j'avais trouvé un doctorat, mais ils faisaient des trucs sympas aussi. Non, c'était chouette, hein, c'était une belle année, et puis là j'ai vraiment pu approfondir les connaissances en écologie forestière, qui est quand même un petit monde à part. Et puis on voit pas que l'écologie forestière, on voit aussi tout l'aspect administratif, Oui. les lois et toutes ces choses-là. Et c'était pas mal parce que du coup c'était un master spécialisé, l'intitulé c'était forêt, nature, société. Et du coup on balayait assez large. Et il y avait beaucoup de projets de mise en situation. Donc c'était plutôt cool. Ça donnait envie de continuer en tout cas dans la forêt. Ouais, petite question parenthèse que je me suis toujours posée, d'avoir une formation un peu interdisciplinaire comme ça, où tu intègres justement les lois, les différents organismes publics, privés qui travaillent. Est-ce que ça t'a aidé dans ton doctorat et après? Parce que finalement, t'as pas eu que des enseignements théoriques, tu as eu Ouais. aussi beaucoup de pratiques. Ouais, bah carrément en fait ça m'a beaucoup aidé parce que du coup je sais comment ça fonctionne, je sais quels sont les partenaires en fait gestionnaires de la forêt, donc à la fois privés et publics. Du coup ça me permet aussi, ça m'ouvre des portes en fait pour aller voir ces gens-là et pour essayer d'appliquer ma recherche avec eux. Donc c'était très bien et puis aussi pour trouver des partenaires maintenant. Puisque voilà, je suis dans la CPJ, ça m'aide pas mal parce que du coup, je sais comment ça fonctionne, et je sais à quel endroit frapper pour essayer d'avoir des collaborations un peu plus appliquées. Ça, c'est intéressant. Alors, je voudrais justement, avant d'arriver sur le point clé, je voudrais juste revenir sur un élément que tu as dit tout à l'heure, c'est que
au niveau des expériences que tu as eues entre la thèse et maintenant, tu parlais d'avoir monté tes propres projets Ouais. que tu as toi-même financé du coup pour tes postdocs. C'est pas un truc, mine de rien, qui arrive tous les jours. Déjà, c'est en général, quand on fait des postdocs, les premiers, c'est pas nous qui les montons en général. On va souvent répondre à des gens qui ont des finances déjà en place. Et après, effectivement, alors il y en a beaucoup qui connaissent les voies, alors, moi, ce que j'appelle les voies royales. Ça veut pas forcément dire qu'elles sont mieux que les autres, c'est juste celles qu'on entend tout le temps, les Marie Curie, les trucs comme ça. Mais là, tu parles de quel type de projet finalement? Quel type de projet t'as pu t'auto-financer, si je puis dire, t'auto-financer, que t'as écrit Alors, toi-même pour te les auto-financer? alors au début, j'ai commencé par des petits projets qui m'ont juste permis en fait d'agrémenter un petit peu mon postdoc en faisant du terrain ou des choses comme ça, ou en prenant un stagiaire. Donc ça, c'est des petits trucs plus régionaux régional avec la fédération de recherche qui était en Haute-Garonne, enfin on va dire la région toulousaine. Donc ça, c'était des petits financements. Puis après, j'ai voulu monter des choses un peu plus gros. Et donc là, bon, j'étais pas le seul impliqué. On était d'autres chercheurs. Moi, j'étais responsable d'un gros axe modélisation. Et c'est dans le cadre d'un projet Interreg POCTEFA. Donc en fait, c'est un projet, un financement européen qui est assez gigantesque. Donc c'était de l'ordre de... si on prend la partie financée, c'est 800 000, mais il faut... c'est x2 si on compte l'autofinancement, en fait. Donc c'est-à-dire tout le salaire chercheur, enfin tout ça, toutes les personnes qui ont travaillé. Et du coup, un gros projet sur l'impact du changement climatique sur des espèces qu'on dit indicatrices de ce réchauffement, enfin devraient être impactées en priorité, principalement des ectothermes. Et du coup, on a fait ça à l'échelle vraiment des Pyrénées, avec des partenaires en Espagne, en Andorre et en France. Donc c'était un gros truc. Et on a été financé et c'était cool, donc c'était parti pour 4 ans d'aventure. Et une fois que ça s'est fini, ça nous a donné des idées. Alors je m'éloignais un petit peu de la forêt, tu vois, c'était un peu... maintenant c'était les ectothermes, tout ça. Le mieux était toujours plus ou moins forestier, mais il y avait quand même un lien avec la forêt, notamment pour tous les aspects microclimat. Mais après, du coup, on a voulu essayer de continuer un petit peu une partie de ce projet en bossant sur une espèce qui était vraiment cible, le calotriton des Pyrénées, donc qui est une espèce amphibien endémique des Pyrénées qui vit que là. Et on a monté une ANR en fait là-dessus, qui s'appelait Isolapop, qui est finie depuis, et du coup ça nous a permis d'avoir un bon financement, financer thèse et aussi postdoc. Et ça, donc je l'ai monté aussi pas forcément seul, puisqu'il y avait d'autres personnes, mais j'ai extrêmement contribué, et pareil, j'étais responsable de l'axe modélisation là-dedans. Alors c'est toujours pareil, c'est toujours un peu frustrant, parce qu'en fait, tu montes des projets, mais en fait, ton nom n'apparaît pas, parce que tu es CDD et que tu ne peux pas prétendre à ce type de financement. Donc en fait, tu montes, il y a quelqu'un quand même qui va te rendre un service qui est quand même assez considérable, c'est qu'il va accepter en fait de mettre son nom à ta place, il sera inclus dans le projet, il donnera des idées et tout ça, mais il sait pertinemment en fait que c'est pas forcément lui qui a vraiment inspiré le projet. Donc c'est des situations qui peuvent être un peu compliquées à gérer, notamment pour tout ce qui est concours. Voilà. Oui, je suis complètement d'accord. Et je pense que Ben l'est aussi. On en a parlé les mois derniers de ça, Ouais. même entre nous. Ouais, c'est pas évident à gérer. Moi, j'ai eu des grosses mésaventures sur les concours, où je l'avais mis ouvertement, que j'avais monté ce projet, que j'étais responsable d'axe, et on m'a traité de menteur. Ah ouais. En France, ils le savent normalement que justement, En fait, comme on c'est peut ça. pas les porter. Moi, on m'a toujours dit que ça fonctionnait comme ça, qu'on écrivait des projets, que c'était pas nous les porteurs. Mais je sais pas pourquoi d'ailleurs on n'a pas le droit d'être porteur. Hein. Ouais. À une époque, il y a eu quand même une subtilité, ça je me souviens, parce que pendant 2 années, enfin je sais plus si c'était 1 année ou 2 années, mais ils ont tout de suite changé après. Hein. Donc ça n'a pas duré longtemps. En fait, en tant que CDD, tu pouvais écrire une ANR, une jeune chercheur. Tu pouvais. Mais depuis là, même dernièrement, on peut regarder, c'est plus possible quoi. C'est Non. réservé aux permanents. Donc ça complique un peu la tâche, ouais. En fait, ce qui est bizarre, je trouve, c'est qu'on nous demande de montrer qu'on peut aller chercher des financements, qu'on peut être porteur de projets, qu'on peut superviser des étudiants. Mais en France, on n'a pas le droit de déposer de projets, on n'a pas le droit de superviser des étudiants en doctorat. Donc en fait, on nous demande des choses qui, normalement, devraient être impossibles. Et on est quand même bon pour trouver des subterfuges pour pouvoir le faire quand même. Ouais. Après, je crois que c'est un peu français aussi, parce que tu vois, pour avoir droit à ton HDR,
donc qui est quand même une subtilité française, même s'il y a quelques équivalents dans certains pays, et ben en fait, il faut que tu aies déjà encadré des thèses. Oui, c'est Chose ça. qui, normalement, n'est pas forcément possible. Enfin, C'est vrai, ça, j'y avais jamais pensé. Mais Ouais. oui, C'est vrai. Donc HDR, Ah oui. habilité à diriger les recherches, pour ceux qui nous Merci. écoutent, c'est une espèce de c'est un niveau, un diplôme supplémentaire. Je sais pas si c'est illustré par un diplôme au sens strict du terme, mais bon, c'est une qualification, on va dire, à la limite, comme ça, moi je suis sûr de moi. C'est une qualification que les chercheurs et chercheuses permanents peuvent passer au bout de quelques temps. Alors ça peut aller très vite, ça dépend la carrière qu'on a, pour pouvoir diriger les doctorats. Mais effectivement, c'est vrai, pour pouvoir être directeur de doctorat, mais c'est vrai que du coup, on demande d'avoir déjà co-dirigé en soi. Ce qui est un peu le serpent qui se mord la queue, ouais, tout à fait. ben ouais. Ouais. Mais c'est vrai que tu as raison, c'est sûrement très francophone. Je veux dire, voilà, Cécile a un parfait exemple en Allemagne. Pareil pour la Suède. Moi, tu vois, je co-encadre une thèse en Hongrie et je suis co-encadrant, quoi. Il n'y a pas de. Voilà, je suis pas le principal, d'accord, mais voilà. Ouais. Après, je sais que, enfin, parce que je m'y intéresse là, du coup, je vais bientôt passer mon HDR, et du coup, tu as quand même des dérogations. Enfin, en tout cas, à l'école doctorale de Toulouse, tu peux demander des dérogations. Alors, c'est pas illimité, hein, tu as le droit à 2 thèses comme ça. Enfin, en tout cas,